Je vais juste répéter un passage que tu as cité. Selon l'organisme Giving What We Can, si vous touchez un salaire annuel net de 40 000 vous êtes parmi les 4,1 % des personnes les mieux rémunérées dans le monde. C'est incroyable. Ça, je ne savais pas ça. Honnêtement, ça m'a mis à terre. Puis tu mentionnes quelque chose de plus cru que j'ai trouvé ça bien drôle. C'est assez direct. Il y a des gens qui peuvent se sentir visés, mais tu mentionnes, en plus, nous nous plaignons le ventre plein. Nous avons atteint un tel niveau de confort et d'abondance que la météo et les performances des Canadiens de Montréal sont désormais nos plus grandes inquiétudes. Il semble que notre bonheur collectif dépende uniquement de ces deux variables. Tu n'as pas tout à fait tort. C'est cru, mais c'est vrai. Là, je m'adresse plus à la communauté Facebook dont je parlais tantôt. Là. Ouais. Mais c'est quand même une réalité, selon moi. Puis on fait partie du 5 % des plus riches dans le monde, dans le fond. Mm-hmm. Alors qu'on garde toujours le 1 % puis on leur donne tous les torts du monde. Ils sont responsables pour tout ce qui se passe de mauvais sur la planète. Mais je pense qu'on a la responsabilité aussi de se regarder dans le miroir. Puis se dire aussi, on fait partie des riches. Mm-hmm. Puis est-ce que notre mode de vie est vraiment rationnel? Est-ce que notre espèce est vraiment viable, dans le fond, au niveau même écologique? Là? Mm-hmm. Est-ce que de consommer comme ça, à notre pleine capacité, c'est vraiment la façon de faire? Mm-hmm. Selon moi, non. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'avais le goût de choquer un peu les gens, là, pour les secouer un peu puis les réveiller. Ben oui, des fois, il faut faire ça. Mais parlant de ça, là, je ne veux pas pousser dans une discussion philosophique, sociologique, mais tu as raison parce que si on continue à consommer comme ça, on va tout simplement épuiser toutes les ressources de la planète. Donc, on ne peut juste pas continuer cette façon de faire-là. Puis, question pour toi, est-ce que ça serait possible, tu penses, que tous les gens fassent comme toi ou ça mettrait fin à la société, en fait? Ça serait une catastrophe, j'imagine, si tout le monde ferait comme toi. Puis souvent, tu as cet argument-là de dire « Ah, ben si tout le monde fait comme toi, mais c'est la fin du monde. » Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? Non, mais je suis d'accord. Si tout le monde arrête de travailler à 40 ans puis réduit sa consommation drastiquement, ça va être la fin du système économique dans lequel on vit. Ça, c'est indéniable. Par contre, c'est pas ce que je prône. Moi, dans mon livre, je prône pas la retraite, mais je prône la liberté. Mm-hmm. Alors, j'aimerais ça que les Québécois soient capables de se constituer un fonds de réserve, qu'ils aient la liberté de faire ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, puis qu'ils fassent le travail qu'ils aiment par passion. Puis je pense que toute la société serait mieux. Puis en plus, pour revenir à ton premier point sur l'aspect environnemental, mais je pense que le frugalisme, c'est peut-être la solution justement à plusieurs des enjeux environnementaux auxquels on fait face présentement. Ouais. Les gens en banlieue ont des bacs de recyclage immenses, ils ont un bac de compost. Alors, c'est un peu la bonne conscience de recycler, de composter, mais c'est pas ça la source du problème. Là. C'est à la base pour réduire sa consommation. Puis si tout le monde pouvait prendre juste peut-être une ou deux astuces de mon livre puis réduire un petit peu leur consommation, je pense que globalement, on va être beaucoup mieux. Ça serait juste une bonne chose. Là. Puis sans penser, les gens pensent à l'extrême, si tout le monde arrête complètement de consommer, mais c'est pas ça que je prône non plus. Moi, je veux que les gens continuent de consommer, mais dans ce qui leur procure du plaisir, du bonheur, les besoins qui sont nécessaires vraiment. Alors, c'est pas l'arrêt complètement de la consommation, c'est vraiment de le faire de façon plus réfléchie. Exact. Ralentir la croissance, puis peut-être se servir de l'économie circulaire un peu plus. Certainement. Puis je pense que l'indice de bonheur brut, ou je ne sais pas comment on l'appelle, là, mais au Québec, augmenterait beaucoup, puis les gens seraient plus heureux, puis justement, on arrêterait de se plaindre de la météo, puis des Canadiens de Montréal. Puis on serait heureux de faire ce qu'on fait, puis on le ferait par passion. Parce que tu mentionnes aussi dans le livre que, si ma mémoire est bonne, que c'est 86 % des Québécois qui avaient mentionné avoir vécu un stress relié au travail. Fait que relié à l'argent, oui. Lié avec l'argent, exactement. Donc, c'est assez énorme. Si tout le monde se mettait à épargner un peu plus, parce que le taux d'épargne moyen au Québec est de 6 % comme tu mentionnais dans ton livre, c'est quand même très maigre, sachant qu'on veut quand même avoir un coussin s'il nous arrive un imprévu. Donc, si les gens appliquaient tes conseils, comme tu dis, 2-3 trucs de ton livre, on pourrait probablement réduire énormément le stress relié au travail, donc le niveau de bonheur pourrait augmenter là, par la suite. Moi, mon but ultime, c'est pas de prendre sa retraite, c'est pas de devenir riche, c'est d'être heureux. Puis je le dis plusieurs fois dans mon livre, là, mais moi, j'aimerais que les gens soient heureux parce que je le suis. J'ai trouvé la recette pour atteindre mon bonheur. Puis j'aimerais ça que les gens peut-être prennent conscience peut-être de leur réalité
puis justement déterminent leur propre chemin, sans nécessairement suivre le mien, mais déterminer leur propre chemin vers le bonheur. Puis c'est ça, Gabriel, imagine un monde dans lequel tout le monde ferait la job qu'il aime, serait passionné par son travail, le ferait bien. Ce serait une utopie, en fait. C'est une utopie, mais si ça augmentait juste de 5 à 10 % dans notre société, je trouve qu'on serait tellement meilleur globalement. Oui. Puis ça résoudrait bien des problèmes qu'on a, des problèmes sociaux qu'on a. On va reparler justement de la définition de liberté et retraite, parce que je pense que c'est propre à chaque personne. On va en parler après, mais j'ai une question pour toi, Jean-Sébastien. Là, il y a eu certains éléments déclencheurs. Il y a eu tes parents quand tu étais jeune, il y a eu ta conjointe, il y a eu le mouvement FIRE. Par la suite, tu as mis en place, tu es devenu un peu un obsédé de tes finances, tu as mis en place un budget, ce que la plupart des gens trouvent ça plate, malheureusement. On a tout le temps entendu notre mère dire « fais-toi un budget ». Ça a l'air con, mais c'est peut-être la première étape avant de débuter, exact? Mais toutes les finances, c'est plate, dans le fond. Ouais. Quand tu regardes froidement, un budget, un avoir net, des REER, des CELI, c'est ennuyant à mourir, mais quand tu associes ça à un objectif concret, si comme ça, tu disais, moi, je veux devenir nomade numérique, je veux travailler sur une plage l'hiver, puis je veux être à Montréal l'été, je veux démarrer une entreprise, un start-up, je veux prendre une année sabbatique pour voyager à travers le monde. Mais là, tu associes quelque chose de concret. Puis à partir de là, tu as la motivation pour prendre tes finances en main. Là, le budget, ça devient le fun. Tu le suis à chaque mois. Tu vois l'évolution de tes dépenses, de ton actif. Tu y prends goût. Tu y prends goût. Mais de dire, comme on le faisait à l'école à l'époque, voici, ça, c'est un REER, c'est un CELI, il faut épargner, dans l'espoir de prendre une retraite à 65 ans. Mais pour un jeune, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Là. C'est ça. Il faut voir ça plus gros. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus gros que juste épargner. C'est aspirer à devenir quelqu'un ou à avoir une nouvelle vie, en fait. C'est ça qui va motiver davantage les gens à se faufiler vers l'épargne investissement. Tantôt, tu parlais de devenir PDG de sa vie. Mais c'est un peu la même chose. Hein. Ta vie, c'est ton entreprise. Puis imagine une entreprise qui n'aurait pas de mission, qui n'aurait pas de vision, qui ferait juste dire « OK, mais là, j'ai fait mon mieux ce mois-ci. On a 2 millions de pertes, mais c'est tout ce que… » Même pas, les gens ne l'ont même pas mesuré. Alors, on ne sait pas combien on a fait de pertes, on ne sait pas si on a fait de profit, on ne sait pas ce qui va arriver prochainement, on n'a pas de coussin financier, mais on va voir ce qui va se passer. Le gouvernement est là pour nous assister. C'est un peu la même chose, alors. J'adore ça. En tant que chef d'entreprise, ça te prend une mission, ça te prend une vision. Il faut que tu aies un objectif si tu veux être motivé pour l'atteindre. Oui, totalement. Gab, t'avais-tu une question? En fait, Sam, je crois que tu étais parti sur une, mais oui. Oui, mais je m'avais dit. Mais je te laisse continuer. Bien, après le budget, j'ai vu dans le livre que là, on parle de chiffrer ses objectifs de liberté, de qu'est-ce qu'on vient de parler. Tu parles de la règle de 4 %. Ça, je ne vais pas en parler. Je pense que je vais laisser aux gens à la maison prendre le livre puis s'instruire avec ça parce que je suis visuel et je ne pense pas que les gens vont bien comprendre. Tu t'es mis à épargner intensivement, comme tu mentionnes, 50 à 60 %. Puis là, est arrivé le crash de 2008. Et où je pense que tu as perdu quasiment au-dessus de 50 % de tes actifs. Et par la suite, tu dis que tu as profité de la relance économique de 2008, c'est-à-dire de 2009 jusqu'à 2019, où il y a une période de croissance. Est-ce que tu te considères chanceux, un? Est-ce que deux? Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui diraient « Ah, c'est juste le timing, tu es chanceux, je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui ». Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Bien, chanceux, oui, pour le rallye. Par contre, très malchanceux pour la crise économique. Là, en 2008, j'étais 100 % investi en bourse. Je n'avais pas d'auto, je n'avais pas de maison. Tout ce que je possédais était dans le marché boursier. Alors, ça a descendu de 50 % en quelques semaines. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sans précédent, mais qui n'arrive pas souvent dans l'histoire. Alors, ça, c'est une grosse malchance. Puis après ça, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu un rallye boursier qui a corrigé la situation, qui a relancé après ça. Mais je veux dire, à peu près à toutes les époques de l'histoire, il y a eu des crashs boursiers comme ça, des relances. Ouais. Puis, en fait, la plus grosse chance que j'ai eue, c'est d'être né au Canada, premièrement. Ensuite, d'avoir rencontré ma blonde qui m'a montré l'épargne puis le frugalisme. Puis ensuite, je pense que le plus gros risque, c'est les premières années de retraite. Alors, quand des crashs comme ça ou des crises financières se produisent pendant ta carrière, bien, au moins l'argent rentre, ton objectif de placement est plus lointain. Alors, tu peux te permettre de pas faire de l'insomnie nécessairement avec ça. Mais quand tu es dans tes premières années de retraite, puis là, tu as un crash comme ça, comme on a vu en début d'année,
avec la pandémie, le marché boursier s'est effondré de peut-être 30 30 à 35 Mais ça, dans les premières années de retraite, c'est plus difficile. Alors, moi, justement, j'ai appris de mon expérience en 2008, puis je me suis protégé contre ça. Alors, j'ai une bonne portion de liquidité. Alors, je me dis, si je devais passer à travers une crise comme ça, je pourrais pas survivre plusieurs années en réduisant peut-être les voyages, les restaurants. Puis après, même peut-être que j'aurais de l'argent pour investir dans le marché alors que ce serait au plus bas. Oui, exactement, acheter à rabais, oui. OK. Donc, quelqu'un qui voudrait reproduire toutes les étapes que tu as faites, tu juges que tu pourrais dire que c'est faisable, même s'il n'a pas profité de la relance, parce que, comme tu dis, ça fluctue, ça remonte tout le temps. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais absolument pas ce qui va se produire même dans une semaine avec Donald Trump, les élections présidentielles. Il y a beaucoup de variables qui peuvent changer la donne. Mais il reste qu'à long terme, historiquement, la bourse a toujours donné un rendement de 7 quelque chose comme ça. Alors moi, je me base là-dessus. Puis si ça devait changer, de voir un apocalypse ou quelque chose que personne n'a vu venir, bien, je vais m'adapter comme tout le monde. Puis étant frugaliste, je pense que j'ai des bonnes capacités d'adaptation. Puis peut-être que je mettrais mon argent dans l'immobilier, je trouverais d'autres façons de faire, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur, en tout cas pour l'instant. OK, parfait. Gab, avais-tu une question? Oui, j'ai une question qui me chicote depuis le début. En fait, si je te ramenais dans le temps demain matin, que je te ramène à tes 18 ans, par exemple, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, est-ce que tu ferais quelque chose de différent? À 18 ans, donc je n'avais pas rencontré ma blonde. J'essaierais de la trouver le plus vite possible. mais non, peut-être j'aurais une autre perspective du monde du travail. Peut-être qu'en début de carrière, j'ai juste suivi le trajet qu'on avait défini pour moi. J'ai fait mes études, j'ai trouvé le boulot qui m'offrait le plus de prestige, le plus gros salaire possible. Quand j'ai eu une promotion, j'ai accepté. J'ai suivi le cours normal d'un travailleur. Mais si c'était à refaire, peut-être que je deviendrais soit travailleur autonome ou entrepreneur. Parce que je trouve maintenant, il y a tellement d'opportunités d'affaires. Puis maintenant, en sachant que je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, mais je sais que je n'ai pas à générer un gros revenu. Je n'ai pas besoin de faire 100 000 par année, de gérer une équipe, de gérer des millions de dollars en budget. Je peux le faire à petite échelle juste pour répondre à mes besoins. Puis j'aurais pu avoir une belle vie, peut-être de semi-retraité toute ma vie. J'aurais pu peut-être vivre à l'étranger, devenir nomade numérique. C'est un peu le regret que j'ai eu. J'ai suivi un peu le modèle de la société, mais j'aurais pu prendre la première sortie à droite puis créer moi-même mon mode de vie. Maintenant, avec Internet puis l'ouverture des frontières, puis c'est tellement facile de... On le vit aujourd'hui en ce moment, là. Ben là, présentement, tout est fermé, mais j'envisage dans les prochains mois, on va revenir peut-être plus à la normale, là, mais on vit dans un monde qui a tellement d'opportunités. Puis je regrette un peu de ne pas les avoir saisies quand j'étais plus jeune. Au moins, tu l'as fait à temps. Comme ça, tu as pu prendre ta retraite à 39 ans, c'est ça? Exact. Ma blonde l'a fait à 37 ans. Moi, j'ai fait à 39 ans. Ça t'a pris 14 ans de qu'est-ce qui est décrit dans le livre. C'est ça, c'est exact? C'est le bon chiffre? J'ai travaillé 14 ans, oui. 14 ans pour prendre ta retraite à 39 ans. Je vais laisser les gens lire le livre pour toutes les méthodes au niveau du mouvement FIRE qui parle au niveau de la règle du 4 etc., se servir de la fiscalité québécoise. Je veux pas trop qu'on en parle parce que je veux vraiment qu'ils lisent le livre. Dis-moi, ta définition de retraite pour toi, c'est quoi en ce moment? Les gens pensent, peut-être que les gens pensent en ce moment que tu fais rien et que c'est plate parce qu'il y en a qui doivent se dire, bien, pourquoi je prendrais ma retraite? Ça doit être super ennuyant, sa vie. Dis-leur donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu as mentionné que tu étais un peu un homme de la Renaissance actuellement. C'est un peu mon ambition, oui, mais la retraite, c'est encore une connotation négative dans notre société parce que la définition stricte du mot retraite, c'est la fin de la vie active. Alors moi, j'avais envie de redéfinir un peu ce terme-là. Pour moi, la retraite, c'est tout sauf ça. Pour moi, la retraite, c'est vraiment le retrait du monde corporatif, du 9 à 5, du rat race, du métro, boulot, dodo. C'est vraiment le début d'une vie dans laquelle on est maître de notre temps, on peut vivre selon nos valeurs, on peut réaliser les projets qui nous intéressent sans avoir l'obligation de réaliser des revenus. Puis de profiter de la vie. Quand il fait beau dehors, on va faire une randonnée. S'il pleut, on fait de la lecture.
Je fais beaucoup de bénévolat pour garder mon expertise en marketing. J'ai mon blog, jeuneretraité.ca. Je rencontre des lecteurs, j'ai écrit un livre, je fais du dessin. Alors, anciennement, dans mon ancienne vie de corporative plutôt, mais j'étais restreint à faire à peu près la même chose toute ma vie. Alors, j'étais devenu l'expert dans un domaine très pointu. Je pense que j'étais bon dans ce que je faisais, mais il reste que j'étais vraiment peinturé dans le coin. Maintenant, avec la retraite, on s'entend, c'est la liberté financière, mais ça me permet d'ouvrir toutes les portes, d'essayer des nouvelles choses, de vivre des expériences, de faire des rencontres, de voyager. Alors, c'est vraiment une ouverture vers le monde. Si je peux le résumer en un mot, c'est ça. C'est super beau, ça. Je pense que ça a convaincu les gens. En tout cas, moi, ça m'a convaincu. Honnêtement, depuis que j'ai lu le livre, j'étais déjà un peu frugaliste. Je me considérais frugaliste comparativement à mon entourage, puis à mon entourage social. Mais là, quand j'ai lu ton livre, j'ai su que j'étais pas du tout un frugaliste extrémiste comme toi, ou bref, peut-être pas extrémiste, le mot est mal choisi, mais tu m'as poussé davantage à réussir à épargner 50 % de mon revenu. J'espère que les gens vont faire pareil. Toi, Gab, as-tu, juste au niveau d'un cas personnel, y a-tu de quoi t'améliorer qui pourrait peut-être aider les gens au niveau que tu as économisé, que tu es plus frugaliste depuis quelque temps? Je dirais que c'est surtout au niveau de mes habitudes. J'ai lu beaucoup sur les comportements humains et les habitudes. Puis, je dirais que de mettre en place des habitudes saines financières, d'écrire ses dépenses, aussitôt qu'on est allé au magasin, j'étais allé à l'épicerie, j'écris combien que ça m'a coûté, de faire son budget, de le revoir au moins au mois, comme Jean-Sébastien le mentionne dans son livre. C'est vraiment ça qui m'a permis, pas d'atteindre un confort, mais d'augmenter mon niveau de jeu financier. La place d'habitude. Je ne suis pas un gars qui dépense énormément, règle générale. J'ai tout le temps été conservé grâce à mes parents, par chance. Mais vraiment mettre des habitudes saines financières, comprendre où va ton argent, comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comprendre vraiment le principe d'intérêt composé, les intérêts sur un prêt automobile, l'intérêt sur un investissement. Vraiment la création d'habitudes sur faire mon budget, suivre mes dépenses et m'informer sur le langage financier, comprendre les mots qui sont utilisés. Tout ça, on travaille dans le milieu, mais il y a toujours place à l'apprentissage. Puis c'est en lisant des livres comme celui de Jean-Sébastien qu'on peut augmenter notre connaissance financière. Puis c'est vraiment ça, personnellement, qui me permet de me distinguer dans mes finances personnelles. Oui, je prenais le même chemin que Jean-Sébastien au début. Quand j'ai débuté ma carrière, moi aussi, je voulais absolument une Tesla et je regardais ça. Puis finalement, ma conjointe m'a un peu ramené à la raison, elle m'a aidé. Mais aussi ton livre et en lisant davantage. Donc, j'ai finalement vendu ma voiture. J'avais une Honda Civic, je l'ai vendue. Et on a seulement une Toyota 2012 actuellement à 220 000 kilos. Elle va très bien. Étant donné qu'on est en temps de pandémie, je ne me déplace pas. Donc, je travaille à la maison tout le temps. Donc, j'ai plus besoin de ma voiture. J'ai plus besoin d'acheter une Tesla, en fait, tout simplement. Puis même après, parce que maintenant, on fait des rencontres numériques avec les gens apprécient. Donc, c'est pour ça qu'on a des clients à travers le Québec. Donc, déjà là, j'ai fait un peu le switch frugaliste et aussi, bien, j'ai vraiment réussi à diminuer mon épicerie. Je suis végane depuis environ 1 an et demi. Puis je pense que tu as mentionné le mot protéines végétales et tu as fait de mon bonheur, Jean-Sébastien, dans ton livre, parce que les gens pensent souvent que être végane, je pense pas que tu es végane, mais les gens pensent que ça coûte cher se nourrir avec des légumes et des fruits, puis c'est tout à fait le contraire. Peux-tu t'entendre là-dessus un peu? Bien, premièrement, je ne suis pas végane. Par contre, c'est vraiment un choix qu'on fait plus au niveau de la santé, de manger moins de viande rouge, moins de viande. Alors, on a beaucoup de... Ma blonde est très bonne cuisinière, c'est même sa passion. Alors, elle trouve toutes sortes d'astuces pour faire des super bons repas à base végétale, mais on n'est pas végétarien ou végane pour l'instant. Mais pour moi, c'est un choix logique, juste ne serait-ce que pour sa santé. Pour moi, c'est... Mais niveau du prix, au niveau du prix, oui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu me confirmes que toi, de ta part, quand tu as fait ce switch-là, de te nourrir avec un peu plus d'aliments moins transformés, disons, est-ce que ça a vraiment baissé le prix d'épicerie? Ah, clairement. C'est plus un aliment est transformé, plus il coûte cher. Alors, c'est pour ça qu'à l'épicerie, si tu fais juste le tour, la circonférence de l'épicerie, ou le paramètre, comment on appelle ça? Attends un peu, je me reprends.
Il y a un terme pour ça. Le tour de l'épicerie, En tout cas, je reprends. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Si tu commences à faire les allées une par une à l'épicerie, ben là, tu réalises que tout vient dans une boîte, c'est transformé, c'est sucré, c'est salé, puis ça coûte 2-3 fois plus cher. Alors, ma blonde, elle, étant donné que c'est sa passion de cuisiner, puis en plus, maintenant qu'elle a le temps, ben, elle peut acheter des produits non préparés. Puis c'est elle, par exemple, cette semaine, elle a fait 2 pains maison, elle a fait du lait de soya, elle fait ses bouillons, ses fonds de poulet, elle fait ses pâtes. Son propre lait de soya? Ah ouais? Ouais. Oh wow! OK, c'est un autre niveau. Ça, c'est très hot. OK, wow! C'est des fèves de soya qui sont cuites puis mélangées. C'est pas tant de travail que ça. Puis donc, en prenant le temps de le faire, premièrement, c'est beaucoup moins cher. Puis en plus, je pense que c'est bien mieux pour la santé. Je pense que les gens ne prennent pas le temps aussi, c'est un problème. Mais c'est que le fait que les gens ne veulent plus prendre le temps parce qu'on est plus occupé aussi, je pense, qu'avant. Mais on veut se nourrir de plus d'aliments préparés comme, exemple, Good Food ou des trucs comme ça, où ça coûte la peau du ciel. C'est incroyable. C'est quoi le temps moyen de préparation d'un repas au Québec présentement? Non, tu l'as mentionné dans ton livre, mais vas-y. 8 minutes. Donc, on s'entend que 8 minutes, c'est le temps pour prendre une boîte, enlever le carton, enlever le cellophane, le mettre au micro-ondes, appuyer 3 minutes, start, puis c'est ça la cuisine maintenant. Ouais. Alors, les gens se demandent pourquoi ils font de l'embonpoint, pourquoi sont l'embonpoint non seulement au niveau physique, mais au niveau de leur budget, évidemment. Alors ça, c'est des solutions faciles à implanter. Puis ne serait-ce que pour la santé, ça vaut la peine d'y penser. Donc, être frugaliste, c'est bon pour ta santé physique et financière. Donc, t'as pas mieux ça comme mode de vie là, quand on y pense. C'est la solution à bien des problèmes. Oui, parce qu'on n'a pas évolué pour manger du steak rouge avec la sauce barbecue à tous les repas non plus. Puis au niveau de la santé, tu l'as mentionné, on a évolué comme des hommes chasseurs-cueilleurs. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est meilleur pour la santé. Donc, si ça peut convaincre les gens d'arrêter de manger des Lucky Charms à tous les repas. Mais oui, je voulais te demander, Jean-Sébastien, où est-ce que les gens peuvent se procurer ton livre? Oui. Dans à peu près toutes les librairies, Renaud-Bré, Archambault, leslibraires.ca. Puis j'invite peut-être les frugalistes à le trouver à la bibliothèque. Parce que mon but, c'est pas d'en vendre le plus possible, mais c'est de rejoindre le plus de gens possible. J'aimerais que les gens le lisent, surtout ceux qui en ont besoin. Puis j'ai pas besoin de faire de l'argent, alors j'ai le goût que les gens se le partagent, le trouvent à la bibliothèque, trouvent le moyen de le lire. Je l'avais lu aussi sur Kindle de Amazon. Donc, je vais mettre en description du vidéo les liens pour pouvoir se procurer ton livre. Puis, je vais pouvoir le mettre tout ça, puis les gens pourront aller cliquer. J'imagine que si les gens regardent jusqu'ici, c'est parce qu'ils sont là pour apprendre des leçons et qu'ils sont prêts à écouter ton livre, à écouter ta sagesse. Donc, je vais tout mettre ça en description et les gens pourront se le procurer plus facilement. Honnêtement, je recommande fortement à tous nos clients et tous les abonnés de lire ce livre-là parce que c'est simple, c'est banal, c'est fou comment c'est banal. C'est ça qui est le fun, c'est que les gens, ils pensent que c'est compliqué, puis souvent, quand on les aborde en premier, ils pensent que ça va être tellement compliqué, que le plan financier, ça va être c'est des gros sacrifices, mais non, c'est des petits sacrifices à plusieurs places qui font la différence. Un peu comme un régime, par exemple, où si tu enlèves ton Pepsi chaque jour, déjà là, ça va faire une grosse différence. C'est la même affaire pour la santé financière. Puis honnêtement, j'aurais aimé ça parler de la règle du 4 % de toutes les méthodes que tu as mises en place. Mais je veux vraiment laisser le livre parler de lui-même puis les inciter à l'acheter ou le louer ou aller à la bibliothèque. Moi, c'est peut-être mon petit défaut, c'est que je suis un maniaque de livres puis je rêve d'une grande bibliothèque. Je vais peut-être y remédier puis aller plus à la bibliothèque pour lire les livres. Mais merci, Jean-Sébastien, honnêtement, d'être venu. D'être venu nous parler de ton livre, tout simplement. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, lâchez pas, les gars, vous faites du bon boulot. Merci. Je vais continuer à vous suivre sur Internet. Nous aussi. Merci. On espère avoir la chance de retravailler avec toi par le futur. Peut-être qu'il va y avoir d'autres opportunités de discuter et de partager au public les connaissances communes qu'on peut avoir. Puis, c'est encore une fois, je remercie une deuxième fois ta présence. C'est vraiment un plaisir. Tu es un invité de qualité, même si tu te mentionnes dans le livre comme quelqu'un de bien banal. Donc, encore une fois, merci.